En 2019, j'ai eu des problèmes de santé majeurs. En fait, je suis rentré 2 fois à l'urgence. Je devais avoir genre 10 médecins avec des infirmières alentour de moi. Puis moi, j'étais comme ça, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire une crise de cœur. Hey, début trentaine. Puis là, mon père, il a écrit à tout le monde, il dit, le prochain qui appelle mon gars, je le mets dehors. Puis ça, moi, je savais pas que mon père avait fait ça. Puis je disais à Magali, j'étais comme, tu sais, finalement, je pourrais peut-être continuer quand même à le faire. Je vais faire attention à moi-même à ce moment-là. Puis c'était comme pas normal pour moi de pas travailler 7 jours sur 7. Je me sentais lâche, je me sentais inutile. Tu me redemanderais aujourd'hui, tu dis, hey, est-ce que ça a été bénéfique pour toi que tu t'as mis cette pression-là? Je suis forcé de te dire oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on a eu ce succès-là, c'est parce qu'on est arrivé dans un monde que les clients n'étaient pas habitués d'avoir un service. Moi, j'ai pris la pression que je me suis mis, puis j'ai fait, OK, on va copier ce modèle-là ailleurs. Puis là, on est arrivé avec une idée, puis c'est de là qu'on a réussi à prendre le marché au Québec pratiquement au complet. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires. Mon nom, c'est Olivier Paré. Je suis le président fondateur d'Avego Academy et du groupe Avego. Et aujourd'hui, on se retrouve en Espagne, à Ibiza, où est-ce qu'on reçoit un des membres de notre club privé qui est, selon moi, le cas typique des membres qui font partie de notre club privé. C'est un entrepreneur en méga croissance, un humain exceptionnel, un leader, quelqu'un de super simple, qui a l'air de rien et qui a bâti quelque chose d'incroyable et qui a tout qu'un parcours, tout que des histoires à nous raconter. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de vous partager, c'est ça l'objectif de notre podcast, de vous partager des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement connus, qui ne sont pas des gros brands parce que tout le monde les connaît, mais qui ont du succès et qui, derrière ce succès-là, cachent un paquet d'histoires, de défis, de challenges. Et notre but, c'est de vous aider à vous inspirer de ça, d'apprendre et d'aider tout le monde, peu importe que vous soyez une start-up ou quelqu'un de super établi. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre prochain invité. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast pour être sûr de ne pas manquer aucun autre de nos épisodes. La personne qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un leader dans le domaine ferroviaire. Dans le fond, il s'est niché. Et tous ses clients, c'est des compagnies ferroviaires. Il y a un paquet de services, de location d'équipements, de camions, etc., etc. Il va pouvoir nous en parler. Qui a réussi à devenir vraiment un leader dans ce domaine-là. Il est connu partout au Canada dans cette industrie-là et qui aujourd'hui, travaille à devenir bientôt le numéro 1 au Canada dans son marché. Je vais vous parler et vous présenter Sébastien Roy de Rail Extra. Bienvenue, mon cher. Merci, Eli. C'est gentil pour tous ces beaux mots. Ça vient du cœur. Ça me touche. Ça vient du cœur. Parle-nous un peu de l'entreprise, comment ça a parti? Parce qu'aujourd'hui, tu as le vent dans les voiles, tu es en méga croissance, beau chiffre d'affaires, belle compagnie. On va parler de ton leadership aussi, mais comment tu as réussi à te nicher dans un... Tu sais, c'est pas un domaine qui est très commun, là. De ce que je comprends, tu as commencé dans le remorquage avant et après ça, il y a eu une opportunité. Donc, parle-nous un peu là, du début de l'entreprise. D'où est-ce que c'est parti? D'où est-ce que toi, tu viens et comment tu as fait pour atterrir et te nicher dans le monde ferroviaire? En fait, mon père avait une compagnie de remorquage. OK. Puis moi, dans les environs de 2007, j'ai repris le leadership de l'entreprise de remorquage. Tu l'as racheté à ce moment-là? Non, je faisais juste agir comme directeur général de l'entreprise. Okay. L'entreprise ne m'a jamais appartenu, mais je la gérais comme si c'était la mienne ou la compagnie familiale. Parfait. Puis à ce moment-là, c'était pas une grande entreprise dans le remorquage. Puis de 2007 à 2019, j'ai travaillé dans la compagnie de remorquage et j'ai travaillé à grandir l'entreprise de remorquage. Pendant 12 ans. Oui, exactement. Pendant 12 ans. Ça a été des moments plutôt compliqués, durs à ce moment-là. Je pense que c'est là que j'ai forgé mon caractère puis que j'ai appris à trouver des solutions. Je pense que c'est là que je l'ai eu à la dure, que maintenant, dans ma nouvelle vie, dans le milieu ferroviaire, ça m'aide beaucoup à relever des défis qui peuvent être plus communs maintenant grâce à mon expérience que j'avais obtenue pendant ces 12 ans-là dans le milieu du remorquage. OK.
Puis, si je comprends bien, donc, Réel Extra a été créé juste en 2019. En 2006, mon père avait vu une opportunité de créer l'entreprise Rail Extra. Mon père faisait également du remorquage et dans le courant des opérations, il y a une journée que mon père a fait le remorquage d'un véhicule pour une entreprise ferroviaire. Et lorsque mon père est arrivé sur les lieux, il a remarqué qu'il y avait un véhicule de location qui était sur place et que ce véhicule-là avait une plaque d'immatriculation de l'Alberta. Donc, mon père a demandé à l'usager du véhicule savoir pourquoi il louait un véhicule qui était plaqué de l'Alberta au Québec. Et la personne lui a mentionné que ça n'existait pas au Québec. Il n'y avait pas personne qui louait de véhicules ferroviaires. Quand je dis véhicule ferroviaire, c'est un véhicule qui peut circuler sur la voie ferrée ainsi que sur la route en même temps. OK, c'est les deux. OK. Oui, les deux. Et mon père a vu cette opportunité-là à ce moment-là. Ça a pris environ 2 ans que mon père a fait des démarches pour réussir à louer des véhicules. Et en 2008, mon père a acquis 4 véhicules et a commencé à louer des véhicules à une entreprise ferroviaire. OK. Donc, ça prend environ 2 ans pour être capable de placer ces 4 véhicules-là. Au Québec? Au Québec. Ça a été placé à ce moment-là. C'est tout récent qu'on loue à l'extérieur du Québec. OK. Puis par la suite, de 2008 à 2009, mon père a continué à travailler tranquillement à faire grandir la compagnie. Puis en 2019... C'était une deuxième société, right? Oui, c'était une deuxième entreprise. Toi, tu entreprise. t'occupais du remorquage, lui sur le side, il travaillait le projet de Réel Extra. Toi, tu n'étais pas nécessairement impliqué là-dedans à ce moment-là. Exact. Non, pas du tout. En fait, moi, j'en avais par-dessus les bras avec la compagnie de remorquage. Tu y croyais-tu dans Réel Extra? Non, pas du tout. C'est quand même drôle quand tu dis ça. Mais non, pour elle, c'était un peu un running gag de dire que moi, je disais à mon père, je disais arrête de faire ça, c'est pas bon, c'est pas l'avenir. Là, l'avenir, c'est le remorquage. Oh, oui. C'est vraiment là qu'il faut qu'on se concentre. Donc, puis aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Le mois passé, on a fait, pour la première fois de notre histoire, en un mois, on a fait un meilleur mois qu'une année complète de notre meilleure année du temps de remorquage. Donc, c'est à dire comment que mon père était visionnaire dans le temps et que ça, moi, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Il faut que je donne à César ce qui lui appartient. Wow. Ça, c'est vraiment grâce à lui. Puis, c'est juste que mon père contrôlait cette compagnie-là, pas en mode 150 % expansion. C'est que quand il y avait des demandes, il répondait, mais sa motivation, c'était pas d'arriver à 300 véhicules. C'était juste de servir le client. Quand le client arrivait qu'il avait une demande, qu'il pouvait répondre à la demande. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais toujours, oublions pas, concentré dans la compagnie de remorquage. C'est quoi qui a fait le switch que tu as passé ou la transition, je devrais dire en français, de impliquer purement dans la compagnie de remorquage à finalement t'en aller vers Réel Extra? En 2019, j'ai eu des problèmes de santé majeurs. OK. Puis justement, là, les médecins m'ont un peu obligé là, à changer de mode de vie. Dans le milieu du remorquage, tu dors pas beaucoup. Tu dors souvent mal, tu te réveilles la nuit, tu manges pas bien, tu n'as pas une bonne alimentation. J'étais beaucoup plus gros que ça aussi dans mon temps du remorquage. Donc, moi, je me suis cherché un petit peu à ce moment-là. Puis, des gros problèmes de santé? À un point qu'il fallait que tu arrêtes de travailler, quoi? Wow. En fait, je suis rentré 2 fois à l'urgence. Puis, il y a une des 2 fois que je suis rentré parce que j'avais des enzymes dans mon sang. Puis, quand je suis rentré à l'hôpital, en fait, je suis allé à la clinique. La clinique, elle m'a fait un ECG. Elle m'a donné un papier. Elle m'a dit, tu t'en vas à l'hôpital tout de suite. Elle était juste au coin de la rue. Puis, avec ma conjointe, on est allé à l'hôpital. Quand j'ai donné ce papier-là à la personne au triage, ça a pris, je crois, 5 jours avant que j'aille le droit de remarcher. Ils m'ont couché sur une civière, ils m'ont ouvert, ils m'ont coupé le chandail. Je suis rentré, j'ai vu c'était quoi une salle de choc. Là, avec toutes les lumières, je devais avoir genre 10 médecins avec des infirmières alentour de moi. Puis moi, j'étais comme ça, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis ils t'ont opéré? Non, en fait, à ce moment-là, ils m'ont pas opéré. C'est juste que tu sais, un ECG, on va faire ça. Un ECG, c'était une ligne qui monte comme ça. Moi, c'était plus de ligne. Plus de ligne. Plus de ligne. Fait que, tu sais, mon cœur, il y avait des pertes. Fait que, ça se rendait plus, là. Fait que c'était une question de temps avant que... Oui, exact. Fait que c'est pour ça que le puis après ça, j'ai eu d'autres suivis qui a fini par une opération.
Mais à ce moment-là, ouais, ça, c'était... T'avais quel âge? C'est une bonne question. Début trentaine? Ouais, quelque chose comme ça. Là, j'ai 40, un petit peu plus que ça. Là, j'ai 40, puis fait qu'avec 34 ans. 34 ans que j'avais à ce moment-là. Puis c'est drôle parce que quand j'ai su ça, que j'avais fait ça, je m'en souviendrai toujours. Sur le banc d'hôpital, j'avais texté mon père, puis j'avais dit je viens de faire une crise de cœur. Je suis désolé. Je veux juste te dire que je démissionne maintenant. Donc, je pourrais plus travailler. Puis, tu sais, c'est quelque chose comme que ça arrête là, tu sais. Ah, ouais. J'étais avec Magali dans ce moment-là. Mon père, après ça, lui, a passé le message à tout le monde dans la compagnie de remorquage. Puis, rappelons-le, tu sais, moi, je gérais la compagnie de remorquage pour mon père. C'était toi le boss. Ouais, c'est ça, exact. Là, mon père, ben, il a écrit à tout le monde. Il dit le prochain qui appelle mon gars, je le mets dehors. Fait qu'il y avait plus personne n'avait le droit de m'appeler. Fuck, man. Comme, peut-être à peu près 24 heures après, je m'en souviendrai toujours. Quand je sortais de l'hôpital, je disais à moi, je savais pas que mon père avait fait ça. Puis je disais à Magali, j'étais comme, tu sais, finalement, si je pourrais peut-être continuer quand même à le faire, je vais faire attention à moi-même à ce moment-là. Puis, un vrai entrepreneur, quelqu'un dans ses vieux patterns, qui a bien l'habitude de travailler comme un fou. Ouais, ça n'a même pas pris 24 heures. Puis je voulais essayer. Une chance que ton père a fait ça. Ouais, c'est sûr. Tu te rends compte s'il l'avait pas fait? Ah, c'est sûr. As-tu réalisé ça? Mais c'est ça, je disais à mon père. Si mon père n'aurait pas eu cette idée-là, je serais mort. C'est sûr. Parce que je sais pas, si mon père n'aurait pas eu l'idée de louer des camions, je sais pas ce que j'aurais fait. Puis si j'aurais pas perdu du poids, puis j'aurais pas fait attention à ma santé, non, sincèrement, je pense vraiment que je serais mort. Parce que ça allait retourner travailler 24 heures après. Ah, c'est sûr. C'est sûr, parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé qui n'étaient pas contrôlés. Tu sais, mon médecin, à chaque année, j'allais le voir, puis il me disait, je comprends pas comment c'est ça que tu es revenu me revoir pour ton rendez-vous annuel. Il dit, t'es supposé être mort. C'est simple. Mais c'est quoi, tu faisais juste manger de la junk? Tu t'entraînais zéro? En fait, je faisais juste travailler. Je faisais juste travailler. Puis, quand tu es fatigué, tu manges pour te tenir réveillé. Puis, c'est un cercle encore plus quand tu roules sur la route? Oui, exact. Puis, tu sais, moi, à la fin, souvent, je partais des fois pendant 5 jours. Tu sais, je partais, je dormais dans mon towing. Puis, le dernier contrat qu'on avait gagné dans le temps du remorquage, c'était un contrat avec la Ville de Montréal. Puis, j'essaie de faire ça vite un peu, mais tu sais, c'était dans le même temps que Kodak voulait enlever les moteurs du milieu du remorquage. OK. Puis, justement, moi, j'avais passé plein d'enquêtes de sécurité pour être sûr que j'étais un citoyen modèle. Puis là, il m'avait donné il m'avait donné un gros contrat pour que je m'en occupe, mais ça voulait dire qu'il fallait que je sois toujours là, toujours dans la remorqueuse. Fait que à 3 h du matin, quand tu te réveilles pour aller faire un appel, ben qu'est-ce qu'il y a d'ouvert? C'est le McDo, Tim Hortons. C'était juste That's ça. It. Ça fait que c'est tout le temps. J'étais vraiment... Je pesais 80 livres de plus que j'avais là. Tu sais, je faisais de la pression. Pour vrai, ma pression, j'étais comme à 110 sur 200. C'est énorme, là. Pour vrai, tu sais, j'étais diabétique, je faisais de l'apnée du sommeil non contrôlée, cholestérol, j'étais vraiment... Hey, début trentaine. Ouais, j'étais vraiment hypertendu. Le médecin me le disait, il dit, Sébastien, il dit, prends tes médicaments, puis souvent, en ce temps-là, ben, tu les oubliais. T'es pas assidu quand tu manges pas toujours à des heures régulières. Donc, si mon père n'a pas eu cette idée-là, sincèrement, je serais mort. Je verrais pas comment je serais pas capable. Parce que quand ils m'ont repris, puis que là, j'ai dit, OK, je vais suivre les traitements, puis je vais être correct, mon cœur était sur la limite de plus être d'être correct. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast.
Je pense pas qu'on allait parler de santé, mais je trouve que c'est important parce qu'on est tous touchés par ça. Ouais. Puis souvent, les entrepreneurs vont mettre de côté la santé au détriment de la business, Oui. les responsabilités, tout ça. C'est quoi qui a été ta motivation? Parce que des fois, il y en a qui vivent justement crise de cœur, whatever, puis là, ils se disent, OK, là, je vais mettre ça à la coche, puis tu les rencontres une an après, puis whoop, ils retournent dans des vieux patterns et tout ça. Là, ça fait quand même plusieurs années. Y a-tu quelque chose d'intrinsèque ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, à partir de ce moment-là, dire, OK, je change mon hygiène de vie, je lâche le fast-food, je prends soin de moi, puis y a-tu quelque chose qui t'a accroché à cet objectif-là? Je pense que ça a vraiment été dans le changement du type d'entreprise. OK. Parce Parce que tu que, as changé ton environnement, dans le fond. ouais, exact. Puis, tu sais, OK. dans le temps du remorquage, surtout surtout dans ce temps-là, puis au début aussi, quand que j'étais dans l'entreprise de location, je travaillais beaucoup pour faire plaisir à mon père. Je suis pas en train de dire que c'est lui qui a fait que je n'étais pas en santé, mais c'était ma principale préoccupation, toujours travailler pour essayer que mon père soit fier de moi. Je voulais tout le temps essayer d'être assez bien pour lui. Donc, quand j'ai changé d'entreprise, de type d'entreprise, c'était dans un milieu où est-ce que la fin de semaine, je pouvais être avec ma famille. Ça a été vraiment dur aussi. Pour vrai, quand j'ai changé d'entreprise, là, j'ai vécu comme 6 mois que j'allais voir mon médecin puis que je lui disais je vais pas bien. Parce que dans ma tête, mentalement, parce que je travaillais tellement avant qu'après, c'était comme pas normal pour moi de pas travailler 7 jours sur 7. Je me sentais lâche, je me sentais inutile. Ah ouais, je t'as me eu une sentais- crise existentielle, là, carrément. Ouais, L'identité, en fait, je devrais dire. Ouais, exactement. Crise identitaire, Ça a été je sers à vraiment- quoi, puis je Exact. travaille juste 40-50 heures, je travaille plus 60, 80, 90 Exact. heures. Ah ouais, puis tu sais, à la fin de semaine, je suis chez moi, puis tu sais, c'est pas normal. Puis non, ça Wow. a vraiment été une dure passe aussi que j'ai eue dans la transition entre les deux entreprises parce que c'était pas normal de pas travailler. Moi, j'ai juste tout le temps travaillé. Dans ma vie, c'était vraiment le bon vieux, comment dire, dicton qui dit travaille plus, puis ça va, tu sais, c'est ça la vie. Tu vas être travaillant, il faut que tu travailles. Si tu travailles pas, t'es pas travaillant. C'est ça que ton Non. père t'avait inculqué? Mais je pense pas que mon père me l'a jamais dit, mais je pense que mon père a toujours fait ça. Mon Que tu père l'as a vu. Ouais, exact. Je pense Je vraiment pensais que que je l'ai c'est vu. ça qu'il faut faire, Ouais. sinon ça marche pas. Ouais. Mais mon père avait la compagnie de remorquage, ça faisait 30 ans. Donc, tu sais, moi, mon père, il n'a jamais été là quand j'étais jeune. C'était mon grand-père qui m'a élevé. C'était pas mes parents. Mes parents travaillaient dans la compagnie de remorquage. Fait que, tu sais, moi, c'était la normalité. Puis aujourd'hui, en ayant changé de domaine, je regarde les entreprises de remorquage. Puis des fois, je parle encore à certains propriétaires, puis je leur dis, il y a autre chose qui existe. Parce que quand tu es là-dedans, tu le réalises pas. Tu penses que c'est ça, la vie. Tu penses que la vie, là, c'est juste de tout le temps travailler, de faire plaisir à tout le monde, puis tu es là pour aider les citoyens, puis c'est ça ta vie. Mais non, non, non. Maintenant, mon père m'a fait le plus beau cadeau au monde d'avoir eu cette idée-là, puis de m'avoir permis de changer de voie. Puis comment c'était de travailler avec ton père, justement? Est-ce que c'est lui qui te mettait de la pression ou c'est toi qui se mettais de la pression ou est-ce que tu sentais, je vois un peu une anxiété de performance, est-ce que tu te sentais obligé d'eux ou c'est toi qui sentais que tu devais faire ça pour être apprécié? Mais en fait, dans mon parcours entrepreneurial, je le dis souvent à mon père, je dis vraiment la pire partie, ça a été de travailler avec mon père. Moi, maintenant, mais au début, quand j'ai commencé à gérer la compagnie de remorquage, souvent les gens disaient que c'était facile pour toi parce que c'était la compagnie à ton père. Puis moi, je suis comme, oublie ça, c'est la pire affaire parce que mon père, je crois pas qu'il me mettait de la pression directe. Je crois vraiment que je me mettais ma propre pression, mais c'était tellement dur pour qu'il soit fier de moi que j'essaie tout le temps de travailler. Puis pour moi, c'était, il faut travailler plus. Si tu travailles plus, ça va bien aller. Je disais, ça va pas bien, travaille plus. Si tu travailles plus, ça va bien aller. C'est ça la solution. Puis, moi, je le prenais vraiment comme ça. J'ai pas eu un cours 101 de la part de mon père qui était comme, OK, maintenant, il faut que tu travailles plus. Mais l'avoir vu aller, je me mettais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression pour qu'il soit fier de moi. Puis tellement que souvent, puis naturellement, je veux pas que mon père il décède. Mais quand j'étais là, je me demandais comment je ferais pour vivre sans mon père. Parce que je voulais tellement lui plaire, c'était tellement comme ma référence que j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire s'il y arrive quelque chose? Puis
sais, j'ai 40 ans, je crois que c'est environ à 36 ans. Puis même des fois, mon père était fâché. Puis j'ai eu des discussions avec lui. Je suis comme, tu réalises pas comment que ça... C'est quand même fou, hein? Mais Comment que c'est dur puis ça fait mal. ouais. Ouais, vraiment, parce que tu le dis, tu réalises pas comment que ça me touche quand que je sens que t'es fâché après moi. Puis que je fais tout, mais que c'est encore pas assez. Ouais. Ouais, vraiment. Puis, il y a environ comme 4 ans, je lui ai dit une fois, j'ai dit pour elle, je vais raccrocher, là. Puis je pense que c'est la première fois que je vais raccrocher, puis je sais que j'ai raison, puis que je suis fier de moi. Ouais. Wow. Ouais. Mais ça a quand même pris beaucoup de temps, puis à peu près ça, 36 ans. Fait que, ouais. Je trouve ça hot que tu partages ça, puis je te sens super plein d'émotions, puis moi aussi, ça me pogne au cœur parce que c'est... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce que tu as vécu ou ce que l'ancienne génération était très dure. Puis le processus que tu as eu, moi, mes parents n'étaient pas dans le monde des affaires, mais j'ai tout mon début en affaires, je voulais justement prouver à mes parents que j'étais bon, puis que j'allais réussir, puis que j'étais capable, parce qu'ils me faisaient sentir adolescent que j'allais rien faire de bon. Puis j'ai bûché. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte justement que peu importe qu'est-ce que j'allais faire, que ça ne changerait rien, qu'ils ne seraient pas plus fiers. Tu sais. Ça, c'est dur parce qu'à un moment donné, comme petit gars ou petite fille, peu importe, tu te dis l'opinion de tes parents est quand même important ou l'œil qu'ils ont sur toi. Puis je sais ce que tu veux dire quand tu es comme je pouvais pas en faire plus. J'en faisais plus jusqu'à me brûler, quasiment me tuer dans ton cas ou tu sais, me brûler de ma santé. Puis c'était même pas encore assez. Mais moi, je te dirais que c'est quand j'ai réalisé que j'étais meilleur que lui. Sincèrement, je pense qu'à un moment donné dans mon parcours, que j'étais rendu, t'as tort. L'élève a dépassé le maître. Ouais. Mais ça, je pense que ça a vraiment été long dans mon processus entrepreneurial de dire, hey, ce que tu dis maintenant, c'est faux. Genre, j'ai raison. Parce que même après, tu sais, des fois, je prenais des décisions, puis mon père était bien bon. Lui, je parlais d'un projet au début, là. Je travaillais pendant le projet pendant 3 mois, là. Puis à la fin, t'es comme, t'es-tu vraiment sûr, là? Parce que moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Il faut être douté, là, bien comme il faut. Ouais, à la fin. Genre, puis là, j'étais comme, tu me fucking niaises. Je veux dire, voyons donc, ça tentait pas de le dire au début. Puis dans les débuts, ben, ça scrapait mon projet. Puis là, j'étais comme, OK, on le fera pas. Puis, naturellement, quand je commençais, mon père avait plus de pouvoir. Mais même à la fin, dans le comité de remorquage, mon père avait pas moins de pouvoir que moi, mais j'avais l'autorité de prendre des propres décisions. Ouais. Je le faisais quand même pas parce qu'il me faisait douter. Puis dans les dernières décisions, puis une des meilleures décisions qu'on a prises dans Rail Extra, ça a été d'ouvrir une autre succursale. Puis quand on a ouvert l'autre succursale, on a engagé, on a trouvé les clients, on a trouvé l'emplacement. Puis à la fin, là, genre 2 jours avant de signer, tu es comme, es-tu vraiment ça? Oh my God! Puis à ce moment-là, j'ai fait comme, fuck off. Je dis, t'as tort. Genre, j'ai pas le choix. T'es comme, OK, c'est correct. T'sais, si tu le dis, ça devrait être correct. T'es comme, mon tabarnak. Fait que. En tout cas, si tu te plantes, je vais te l'avoir dit, juste pour se déresponsabiliser, là. Quasiment. Il a pas dit ça comme ça, mais tu sais, il a juste fait douter. De faire comme, t'as-tu vraiment tout calculé, là? T'es-tu vraiment sûr que c'est correct, là? T'es comme, hey. Mais là, j'étais vraiment dans la transition de dire. Non, c'est moi qui gère, puis je sais que c'est la bonne Exactement. décision. Je m'en vais là. Suis-moi pas. Puis là, j'ai plus besoin de toi. Aussi, tu sais, on avait grandi, on avait un plus grand chiffre d'affaires, fait qu'on était rendu avec des chiffres que mon père pouvait pas nécessairement pas suivre, mais que c'était plus Tu l'avais dépassé, là. Ouais. Ça, Tu avais dépassé ce que tu pensais que tu pourrais faire. Là. Exactement. Exact. Donc, tu sais, maintenant, on a vraiment plus gros chiffre d'affaires que dans le temps du remorquage. À un moment donné, dans notre transition, il y a eu un moment où est-ce que c'était trop gros. Puis il était comme, ben, écoute, je peux plus rien faire. Fait que je pense que là, c'est là que j'ai comme parti, puis que j'avais mes propres idées, puis que même à un moment donné, tu sais, j'ai arrêté de lui demander son opinion, puis à la place, ben, tu sais, je l'informais. Puis là, maintenant, ben, il aime ça. Parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, puis là, il le dit, puis il le disait avant aussi, il dit, je comprends pas pourquoi tu sens de la pression, pourtant je te dis, je suis fier de toi, je suis comme, ouais, mais, tu sais, dis-moi pas que tu m'aimes, montre-moi là. Fait que, tu sais, c'était plus là-dessus, tu sais, il le disait, mais, tu sais, je me mettais quand même cette pression-là.
Fait que maintenant, il est content parce qu'il dit qu'il est fier, mais vu que moi, je me mets plus la pression parce que je me sens maintenant meilleur, je me dis, ben écoute, voici ce qui se passe. Puis là, lui, il peut juste voir un peu en tant que spectateur, de dire, hey, crime, mon idée est rendue là. Tu sais, puis là, il peut savoir un peu les histoires, les petites histoires en coulisses. Puis hey, maintenant, on a eu tel partenariat. Puis on a des partenariats que mon père, ça lui a fait vraiment chaud au cœur qu'on obtienne. Donc, ouais, exact. Mais je pense qu'il est important, ce déclic-là, de réaliser que, dans le fond, la seule personne qui doit être fière de nous autres, c'est soi-même, tu sais. Parce que si tu attends que quelqu'un à l'externe soit fier de toi, ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça arrive pas. Puis on dirait que c'est ce gap-là qui fait que des fois, on est malheureux, puis on doute, alors que la seule personne qui devrait être fière, puis qu'on devrait demander justement l'approbation. Souvent, on va demander l'approbation des autres, mais dans le fond, c'est nous s'approuver de « OK, je suis rendu là, je le file dessus. Est-ce que je pense que c'est une bonne décision? » Puis après ça, ben, peut-être demander l'opinion de gens qui ont réussi ce qu'on a fait ou des mentors. Mais le problème aussi, en début de carrière, je demandais l'opinion de mes parents, puis il n'y avait pas d'expérience en affaires dans ce que je faisais. Puis leur réponse, c'était tout le temps de la merde, là, dans le sens qu'ils n'étaient pas crédibles pour m'aider. Tu sais. Donc, à un moment donné, j'ai fait la même stratégie que toi. J'ai arrêté de leur demander leur opinion, puis j'ai arrêté d'attendre qu'ils soient fiers. Puis j'ai commencé à me faire confiance. Puis là, à partir de là, ça a commencé à fonctionner. Puis là, par la bande, ben là, j'ai senti qu'ils étaient commencé à être fiers de moi. Mais c'est important de ne pas justifier nos décisions par l'opinion des autres et encore moins la famille. Dans bien des cas, il y a des familles entrepreneuriales super exceptionnelles que les parents vont aider, tout ça, mais c'est plus rare, je crois. Je pense qu'il y a plus de familles qui vont nuire à l'entrepreneur que l'inverse. Mais c'est bizarre, hein, mais par rapport au niveau de santé, je me suis créé une mauvaise santé par rapport à avoir eu cette pression-là un peu, puis à vouloir travailler comme ça, OK? Je l'ai dit tantôt, tu n'as rien à dire que c'est par... J'ai pris ces choix-là, c'est pas personne qui nous a fait. Mais si tu me redemanderais aujourd'hui, tu dis, hey, est-ce que ça a été bénéfique pour toi que tu t'aies mis cette pression-là? Je suis forcé de te dire oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je suis comme ça, si on a eu ce succès-là, c'est parce qu'on est arrivé dans un monde que les clients n'étaient pas habitués d'avoir un service. Donc, selon moi, le milieu du remorquage est un des pires industries parce que tu dois négocier avec des gens qui sont pas heureux. Tu dois toujours être là hier. C'est toujours trop long. Il faut tout le temps que tu cherches les solutions. Ils sont toujours insatisfaits. Tu cherches tout. Puis les délais de réponse, c'est en minutes. Donc, exemple, nous, on reçoit un appel en dedans de 60 secondes. Sur certains types d'appels, la personne doit avoir déjà sa solution. Fait qu'on a 60 secondes pour trouver la solution aux problématiques qui viennent d'arriver, puis on n'est pas préparé à ce problème-là. Puis des fois... Tout le temps différent. Tout le temps différent. 30 situations différentes que tu vas faire pendant un an, puis l'année d'après, ça va être 30 nouvelles situations que tu vas avoir. Tu peux jamais le prévoir. Fait que je crois que le milieu du remorquage, moi, je l'ai pris. J'ai pris la pression que je me suis mis, puis j'ai fait, OK, on va copier ce modèle-là ailleurs. Puis là, on est arrivé avec une idée, puis c'est de là qu'on a réussi à prendre le marché au Québec pratiquement au complet, à cause qu'on a amené cette vision-là. Fait que je me suis mis de la pression. C'est sûr et certain qu'à mes enfants, je voudrais pas leur inculquer ça. Moi, je veux pouvoir leur impliquer, travailler moins, mais plus intelligemment. C'est sûr et certain que c'est ma vision que je veux être capable de leur faire. Ça, c'est une chose que j'ai pas eu la chance d'avoir. Pas de la faute à mon père, il ne savait pas. Mon père il n'y avait pas ces outils-là. Donc, mais les outils qu'il m'a donnés m'ont permis de faire grandir l'entreprise. Donc, j'ai fait grandir l'entreprise avec les outils que mon père m'a donnés pendant que les 12 années que j'ai travaillé dans le remorquage, puis que selon moi, c'était les 12 pires années professionnelles que j'ai eues de ma vie. Et tu sais. Ouais. Fait que c'est controversé en dedans de moi à dire si ça a été bien ou non de pouvoir vivre cette pression-là. C'était un passage obligé, mais que tu trouves peut-être qui a été long. En même temps, ça prend des éléments déclencheurs. Ouais. Ta santé est un élément déclencheur. S'il n'y avait pas eu de problème de santé, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'élément déclencheur. Ben, à la limite, c'était mon père. Parce qu'à la limite, c'est même pas. Parce que si j'aurais pas texté mon père cette journée-là, je serais probablement encore là-dedans. C'est un texto qui a tout déclenché ça. Parce que si je lui aurais pas envoyé, si je lui avais pas dit, quand je suis rentré à l'hôpital, j'ai pas appelé mon père pour l'informer. Fait que j'aurais pu juste sortir. Mais attends un peu, pause, là.
ton père a envoyé ce texto-là à cause que tu l'as informé que tu démissionnais. Oui, mais c'est cette avec... décision-là qui a fait la différence. Exact. C'est parce que... Il y a eu 2 décisions, mais à la base, si tu n'avais pas envoyé de texto pour dire que c'était fini, il n'aurait pas pu passer ça dans la compagnie. Exact. Fait qu'encore là, le mérite, il te revient à toi en premier, je pense. Puis après ça, ben, ton père a fait en sorte que ça s'est passé. Oui. Ben, sur le coup, en fait, incroyable. sur le coup, c'est l'émotion qui a parlé quand j'ai envoyé le texto. Définitivement. Parce que c'était pas une décision réfléchie Ben non, pas tout. de dire ça à mon père. C'est parce que... Sur le lit d'hôpital, c'est parce que là, c'est comme, OK, le là, médecin venait me je l'annoncer. suis capable. Exactement. Ouais. Tu sais, le médecin, il vient te voir, il dit, t'as fait une crise cardiaque, puis t'es comme, tu sais, ça te rentre dedans, t'es comme, voyons donc, tu sais. Avant ça, je savais pas ce qui se passait, là. Moi, je l'ai dit tantôt, je trouvais limite ça drôle quand j'étais là. Quand elle m'a donné le papier pour aller à l'hôpital après, je comprenais pas le papier. Je savais qu'il avait l'air d'être énervé, puis il était comme, tu t'en vas tout de suite là, puis, tu sais, vraiment, c'était comme, j'ai comme senti l'urgence, puis j'étais avec ma conjointe, puis ils l'ont dit, là, tu t'en vas nulle part ailleurs, tu t'en vas là, puis tu te donnes ce papier-là. Mais j'étais comme, bon, OK, je n'en faisais pas de cas. Fait que c'est le texto, c'est même pas ma santé. Parce que j'ai envoyé le texto, mon père a dit, il m'appelle plus, puis j'étais devant un fait accompli d'arrêter. C'est là que j'ai été obligé d'arrêter. Fait que pour vrai, j'étais calme en tabarnak, là. Parce que j'avais des signaux avant, mais tu les écoutais pas. Ah, c'est sûr. En fait, je me souviens plus exactement, mais 6 mois ou 1 an avant, mon médecin m'avait déjà dit, il faut que tu dormes, parce que justement, parce qu'il comprenait pas pourquoi je faisais tant de haute pression que ça, puis il m'avait dit, il faut que tu dormes. Puis mon métier ne me permettait pas de dormir. De dormir, puis dormir des heures régulières. C'est ça, exactement. Parce que je n'étais pas capable d'avoir, je me souviens plus c'est combien, mais je pense qu'il faut que tu fasses comme minimum comme 3 ou 4 heures d'affilée, des fois de temps en temps, pour pouvoir récupérer quelque chose. Puis ça, je n'étais pas capable de me rendre. Je pouvais faire 3 fois 3 heures, mettons. Mais, puis tu sais, je le faisais sur une banquette arrière. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ils font encore ça aujourd'hui, là. En arrière, dans la remorqueuse, le gars, il dort. Puis il reçoit son appel, il se réveille, ça va faire son appel, il finit, ça y a pris 1 heure, 1 heure et demie, ça va se recoucher. Il y a un autre appel, il se relève, puis il repart après. Ouais. Fait que c'est ça le milieu. Donc, je pense même pas que c'est ma santé qui m'a fait réaliser d'arrêter. C'est mon père qui m'a obligé d'arrêter à ce moment-là. Par la suite, ben là, je me suis mis dans Rail Extra. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Puis parle-moi de ça, comment c'est faite la transition? Parce que là, tu es directeur général de l'entreprise, là, tu donnes ta démission, tout le monde est au courant que c'est fini, tu n'es plus là. Tu sors de l'hôpital, ils t'ont mis, j'imagine, off pendant une couple de semaines, une couple de mois. Ouais. Comment ça se passe là? Puis comment ça passe ton arrivée dans l'entreprise, la nouvelle entreprise Rail Extra? Ouais. Ben, en fait, oui, j'étais arrêté quelques semaines, mois. Puis quand j'étais arrêté, c'est là que ça. Justement, là, que je me remettais en question, je travaillais pas, tout ça. Je suis recommencé à aller au garage, puis là, ben, je balayais. Je passais le balai. C'est vraiment ça que j'ai commencé à faire, ouais. Tu t'ennuyais, là? Ouais, j'allais. Tu te trouvais inutile? Ouais. Parce que tu te valorisais beaucoup dans ton travail, là, tu ne travaillais plus. Fait que tu valais plus rien à tes propres yeux à toi-même. Oui, exact. Puis en fait, on s'entend, j'avais encore une paye qui rentrait. Fait que c'était juste dans ma tête que je voulais retourner, puis je voulais faire de quoi. J'étais comme, voyons donc. Puis j'étais juste, j'avais plus d'outils, j'avais plus de repères. Tu es habitué de travailler énormément. Ça s'est passé du jour au lendemain. Une journée, je travaillais en fou. Je rentre à l'hôpital, je sors, je ne travaille plus. Ça a été aussi drastique que ça. Donc, après quelques semaines, quelques mois, là, comme j'allais balayer. Après ça, je faisais du ménage. Là, je plaçais les pièces, les choses. On avait
Tu cherchais de quoi à faire. Ouais. Ouais, puis je prenais comme une place d'entreposage, je plaçais tout le matériel là. Puis une fois que je le plaçais là, j'étais comme, OK, on va le prendre là, puis on va l'amener là. Puis là, après ça, je le reprenais là, puis là, je le séparais là. Puis j'ai plein de fois, là, écoute, je faisais du travail limite un peu répétitif, mais je savais pas quoi faire. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi, je ne croyais pas à la compagnie de remorquage, à l'entreprise de location. Donc, mon père, à ce moment-là, il me disait un petit peu, mais tu sais, tu pourrais peut-être t'en occuper ou qu'est-ce que tu veux faire. En même temps, mon père, il parlait aussi de vendre la compagnie à un compétiteur de la compagnie de remorquage. Donc, là, j'étais... Il voulait vendre la compagnie de remorquage? Oui, la compagnie de remorquage. Oui, il voulait vendre la compagnie de remorquage. Fait que là, il me disait, là, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie un peu? Tu sais, mon père commençait à juste dire, tu vas faire quoi? Là? Parce que, tu sais, si je vends, ben là, tu sais, là, la compagnie de location était beaucoup trop petite pour pouvoir subvenir à mon salaire à moi. Donc, il fallait que je fasse de quoi un peu de ma vie à un moment donné. Puis, à ce moment-là, encore là, on dit qu'un événement dans une vie change. Le texto a changé une partie de ma vie. Un jour, il y a une personne, Mathieu, qui travaillait pour la compagnie de location depuis jour 1, donc depuis 2006-2007, travaillait pour nous. Il m'avait envoyé une photo d'un truc sur Facebook d'un compétiteur dans la division de location qui remerciait ses clients et qui mentionnait « Merci à nos clients, nous sommes rendus à 680 véhicules. » Et à ce moment-là, moi, quand je dis ça, je dis « Mais tu loues ça à qui? » Je disais « Voyons donc. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un gros marché, un potentiel qui pouvait exister. Et, c'est ton compétiteur. Exactement. Peut-être qu'on dit que des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Exactement. Puis pas trop être pas transparent, mais le but, c'est pas d'être malhonnête, mais juste de pas dire tous nos chiffres et nos stats. Exactement. 100% d'accord avec toi. C'est pour ça, nous, encore, sur notre site web, ça dit encore qu'on a 100 camions en ce moment. Justement, parce qu'il n'y a pas personne qui sait nécessairement combien qu'on a de véhicules. Juste assez. Bon. Il y en a plus. on a vraiment beaucoup plus de camions maintenant, mais à 100 camions, on est capable. Ça laisse quand même sous-entendre qu'on a plusieurs sortes de véhicules différents. Donc, c'est un bon nombre. Puis, moi, je le dis souvent aux gens quand ils mettent des choses sur Facebook, je demandez-vous toujours, quand notre compétiteur va le lire, comment que lui va interpréter l'information. C'est super important parce que eux, quand ils ont fait ça, ils nous ont littéralement créé. Ce post-là sur Facebook a créé ce qu'est Rail Extra aujourd'hui. Puis t'as fait ding, attends un peu, là. Il y a un marché de fou, j'avais pas vu ça de même. Exactement. Exact. Puis là, comment t'as fait pour rentrer dans le marché? Ben, à ce moment-là, là, j'ai commencé un petit peu à l'analyser, je regardais un peu qu'est-ce qui était quoi. Puis pratiquement au même moment que moi, j'ai dit « Hey, good, je m'en vais dans la location », ben mon père, lui, de 2008 à 2019, il avait acquis 30 camions. Puis les 30 camions étaient loués au même client. Et ce client-là, ben, au même moment, il nous a ramené les 30 camions d'un coup. Fait que là, on fait des étapes. On se dit, hey, il y a du marché. Finalement, je me lance dans cette compagnie-là. Cool. La décision, je m'en vais aller là-dedans. Puis j'ai plus de clients. C'est direct comme ça que ça s'est passé. Dans le même mois? Ouais. Ben, mettons sur 2 mois, là. OK. Mettons sur 2 mois, ça s'est passé comme c'est ça. Le fun, ça. Ben, ouais, j'imagine quand t'es revenu et t'as dit à Magali, hey, c'est le fun. Tu sais, la semaine passée, je t'ai dit que c'était ça mon projet. Ouais. Ben, tu sais, le seul client qu'on avait, là, on en a plus. Le perdre. C'est ça, exact. On n'a plus de revenus. Ça va bien aller. Fait que qu'est-ce que t'as fait à partir de là? Ben, en fait, on avait un peu un choix à faire. C'est que nous, dans le temps, on essayait de louer des véhicules, mais d'être un peu plus discret. Ça veut dire que nos véhicules n'étaient pas lettrés. On les prenait beaucoup pour qu'ils ressemblent à notre client, que ça reste low profile. Parce qu'on avait une vision un petit peu, ils vont l'oublier. Ils vont louer le camion, puis le camion, ben, ils vont le laisser dans le cours, puis eux, ils vont le payer, puis ça va finir là. Fait qu'on avait un peu cette vision-là à ce moment-là. Puis là, quand les 30 camions sont venus, on s'est dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On change de technique, puis on les lettre, ou on reste encore, on essaie de les louer un peu undercover? Puis là, ben, on a pris la décision de mettre les collants sur les véhicules pour pouvoir nous afficher. Puis en même temps, ben là, on avait une erreur dans le passé qui était un client. Puis là, on s'est vraiment maximisé à faire plusieurs clients différents. Et jusqu'à tout récemment, donc pendant 5 ans, on a vraiment priorisé
beaucoup de petits clients au lieu d'aller voir les gros clients. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui nous ont jamais vus passer parce qu'on n'était pas avec les gros joueurs, puis on était juste derrière la grande muraille de Chine entre Québec puis l'Ontario. Fait que, tu sais, nous, on a tout développé au Québec. Puis, il y a environ 2 ans, quand on a décidé d'expansionner à l'extérieur du Canada, ben on avait vraiment une grosse flotte de véhicules grâce à plusieurs petits clients qu'on avait obtenus au Québec. Tu me dis que tu as rencontré des contacts clés à un moment donné qui t'ont aidé dans le parcours. Oui, bien, Comment ça s'est passé? Puis c'était quoi l'impact pour le business? d'un, j'ai triché un peu. Quand on a parti la compagnie de location, c'est que j'étais allé chercher un peu comme les meilleures personnes avec qui je m'entendais le mieux dans la compagnie de remorquage, puis je les ai amenés avec moi. Puis après ça, j'étais allé chercher mes amis qui n'avaient aucune connaissance, puis je les ai amenés avec moi aussi. Fait que là, j'ai comme buildé une équipe qui était vraiment fort niveau relationnel. Puis je crois que ça a piqué la curiosité quand même à bien des gens dans l'industrie qu'on n'avait pas de roulement d'employés. Jusqu'à tout dernièrement, il était à 0. Donc, on peut dire qu'on a passé comme 5 ans que vraiment, là, tout le monde reste. On s'est fait des amis dans l'industrie, mais des fournisseurs à nous qui étaient plus connus que nous. OK. Puis, justement, grâce au fait que nous, on était gentils, puis qu'on cherchait tout le temps à aider tout le monde, puis j'en ai un en tête, justement, il me disait toujours « Ah oui, toi, t'es pas un vendeur, hein, Seb, toi, tu veux aider les gens. » Il dit « Seb, il dit, c'est pas un vendeur. Non, 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 non. » Il dit « Quelqu'un t'appelle pour 10 camions, tu ne veux pas les louer, t'es pas un vendeur, tu veux l'aider, Seb. » Fait que, tu sais, c'est un peu un running gag que nous, on avait ensemble puis qui dure encore aujourd'hui. C'est parce que, justement, puis cette personne-là a même changé un peu sa manière de vendre maintenant parce que on a eu des discussions ensemble. J'étais comme, non, arrête de vouloir vendre, puis essaie d'aider les gens, puis ça va mieux fonctionner. C'est clair. Puis, ces gens-là ont parlé de moi à travers le Canada. Puis, ils disaient comme, ah, Rail Extra, Seb, c'est un bon gars. Et une chose que mon père a été extrêmement fier de ce que Rail Extra a fait, c'est que une de ces personnes-là qui parlait en bien de nous a tellement parlé en bien de nous à certaines personnes très haut placées dans le milieu ferroviaire qu'on a réussi à obtenir des partenariats avec des grandes entreprises nord-américaines. Des grandes entreprises tellement grandes puis tellement reconnues que mon père les vénérait dans le temps. Le mot est peut-être un peu fort, mais pour qu'on comprenne bien, mon père était comme « Wow, c'est vraiment l'entreprise ferroviaire. » Puis là, quand moi, je suis allé voir mon père puis que je lui ai dit « Hey, maintenant, by the way, on est rendu partenaire avec cette compagnie-là. » Lui, il n'en revenait pas. Puis ça, c'est une chose que j'ai pas... Incroyable. Ça, c'est une chose que j'ai pas dit à mon père au début parce que je savais comment que mon père aimait cette compagnie-là. Cette compagnie-là, quand elle a voulu qu'on soit partenariat, il disait « Hey, on veut être partenaire avec toi, mais on veut ça. » Moi, j'étais comme « Non. » Puis là, il était comme « OK, ben on veut être partenaire avec toi, mais on veut ça. » Moi, j'étais comme « Non. » Puis là, comme ça, toujours pendant comme 1 an de temps. Puis là, je sais que mon père, lui, il aurait dit comme « Oui, 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 OK. oui. » Parce que justement... Mais toi, tu as eu la patience pour négocier ce que toi, tu avais besoin. Exactement. En fait, le partenariat n'allait pas bénéficier nos clients sur qu'est-ce qu'on faisait pour la location. Donc, moi, je disais à mon partenaire, je dis, pour vrai, tu peux pas me contrôler pour que je rende service à mes clients. Moi, je veux donner le meilleur service, le meilleur produit, la meilleure solution à mes clients. Là, toi, tu veux me restreindre à ça. Je dis, ça fonctionne pas. C'est contre tes valeurs principales. Exactement. Fait que moi, je ne voulais pas faire ça. Puis au final, ben, on est devenus partenaires. Puis aujourd'hui, ça a été un win-win pour nous deux, pour autant notre partenaire que nous. Donc, le fait qu'on avait une belle équipe, qu'on avait une équipe soudée, qu'on a priorisé les valeurs humaines au lieu des valeurs professionnelles, nous a donné des amis, que ces amis-là ont parlé en bien de nous à travers le Canada. Et qu'aujourd'hui, maintenant, on a des véhicules à chaque d'un océan à un autre. Grâce au fait qu'on a des amis. Moi, personnellement, on n'a jamais été faire comme hey, excuse-moi, est-ce que tu voudrais m'encourager? Non, j'allais voir les gens. Et t'es comme ah oui, telle personne m'a parlé de toi, telle personne m'a parlé de toi. Donc, je suis comme mon Dieu Seigneur. Puis, hey, merci beaucoup, c'est gentil. Hey, pas de trouble, Sam, ça me fait plaisir. Pas de trouble, Sam, ça me fait plaisir. Puis, de fil en aiguille, les gens parlaient de nous. Puis ça nous a fait vraiment grandir comme ça. Puis on a fait un partenariat avec cette fameuse compagnie-là. Et à partir de ce moment-là, tout le monde était comme, mais c'est qui Rail Extra?
Comment ça que la grosse compagnie fait affaire avec Rail Extra? Puis là, après ça, il y a une autre compagnie qui est encore venue nous voir puis elle dit « Hey, nous aussi, on veut faire ça avec toi. » On est comme « OK. » Puis une autre compagnie encore. Donc, aujourd'hui, on y a 4 produits ferroviaires majeurs dans l'industrie que toute compagnie confondue a besoin. Puis sur les 4, on en a 3, puis bientôt 4 qu'on est partenaire avec eux à travers le Canada, dont certains de manière exclusive. Wow. Donc, tu veux ce produit-là, rappelons-le, le produit, c'est un produit d'une matière première que toutes les entreprises ont besoin. Si tu veux l'acheter au Canada, il faut que tu nous appelles nous. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de l'équipe qu'on a faite. Puis c'est fou quand tu dis de quoi que ça part. Ça part d'une idée, vraiment de passer l'humain. Je vais raconter une autre histoire, vraiment, là. Comment tu dis des fois les choses, la vie fait bien les choses. Quand tu engages des gens, tu peux pas cocher toutes les cases. C'est soit qu'il va être gentil, soit qu'il va être bon, ou il va être gentil puis bon, mais il sera peut-être pas assidu, ou il va peut-être être moins organisé, mais il va être bon. Tu peux pas avoir toutes les cases. Fait que faut que tu sélectionnes des cases avant. Puis moi, dans le top, c'était le fit avec moi. OK. Puis juste en bas, c'était pas de roulement de personnel. C'est ça que je voulais. Puis nous, dans notre domaine, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est qu'on a besoin d'avoir des livreurs. Puis ça, dans tout domaine confondu, des livreurs, c'est où est-ce qu'il y a un gros turnover. Fait que là, moi, j'avais pensé, j'ai dit, comment qu'on fait pour pouvoir ne pas avoir de turnover dans les livreurs? Fait que là, ben oui, tu peux donner le salaire, les bonnes conditions, tout ça, mais quand même, il y avait quand même du turnover. Puis là, je me suis concentré vraiment plus sur la famille des gens avec qui on travaillait. Fait que là, on a engagé des personnes qui sont moins vite, qui connaissent moins la technologie, mais qui sont tout le temps là, qui sont peut-être un petit peu moins efficaces qu'un gars de 20 ans, mais qu'on n'est pas obligé de reformer tout le temps. Donc, j'ai une personne en tête que ça va faire 12 ans qu'il travaille pour nous maintenant, parce qu'il était là même avant, depuis les débuts. Puis, je me suis basé là-dessus, OK? Pour ne pas avoir de roulement. Dans mon processus d'embauche, on a eu la chance de pouvoir engager une sommité du milieu ferroviaire. OK. Vraiment, quelqu'un là, qui a participé à inventer un produit ultra important du milieu ferroviaire. Fait que son nom, tout le monde le connaît. Tu t'as recruté comment ou tu t'as attiré comment? C'est un peu là que je m'en allais. C'est que cette personne-là, elle travaillait dans une compagnie, puis il s'est séparé de cette compagnie-là, puis il a pris comme une année sabbatique. Pendant cette année sabbatique-là, tout le monde m'appelait. C'était comme « Hey, tu penses-tu que je pourrais engager telle personne? Qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir l'engager? » Puis moi, je sais pas, appelle-les. Puis là, on s'en est jamais parlé, moi puis cette fameuse personne-là, pendant pratiquement 8 mois. Puis à un moment donné, on se regardait, on nous disait « Hey, ça serait le fun, hein? » Puis il fait comme « Ouais, ça serait le fun. » Puis bref, on a fait une activité ensemble, on a monté en haut d'une montagne, on a parlé pendant 2 heures, on s'est serré à la main, on a fait un deal. Puis à la fin, la personne aurait pu avoir des offres plus prestigieuses, mieux payées, vraiment avec plein de plus. Puis moi, j'ai demandé à cette personne-là, j'ai dit « Pourquoi que tu as choisi de venir travailler avec nous? » Puis, exactement, il me dit « Tu sais, Seb, il dit, quand que tu venais chercher des pièces chez nous avant, tes livreurs étaient tout le temps heureux. Il dit, ça m'a toujours intrigué de savoir pourquoi que les gens étaient heureux comme ça chez toi. Il dit, j'avais un bon fit de vouloir travailler avec vous autres. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de venir travailler avec toi. Ouais. Fait que avec du monde ouais, fun. Puis... Exact. Fait que où je voulais en venir, c'est que si on part du début, de dire qu'une des règles premières que j'avais était de ne pas avoir de roulement, que j'ai pénalisé l'efficacité par rapport à ne pas avoir de roulement de personnel, 3 ans plus tard, nous a permis d'avoir un Wayne Gretzky dans notre équipe, mais pas à la retraite, qui pouvait vraiment nous aider à step up un autre level. Qui vous a choisi. Oui, exactement, qui nous a choisi, puis qui travaille encore avec nous. C'est vraiment un ami à moi que j'adore. Donc, ouais. Incroyable. Ouais, des fois, les petites choses, tu penses, j'ai pas fait ça pour pouvoir engager un Ben non, pas tout. Mais fais des bonnes choses, t'arriveras. Ça tire à toi ce que tu mets out there. Tu sais. Exact. Puis, des clients là, qui m'appellent pour venir, tu sais, hey Seb, je veux venir travailler avec toi, je dois venir travailler avec toi. À tel point qu'à un moment donné, il a fallu qu'on mette une règle à l'interne de dire, hey,
on n'engage pas des employés de nos clients parce qu'on avait comme un peu trop de demandes. Il y avait trop de gens qui étaient comme « Ah, ça a l'air de la fun de travailler pour toi, je veux revenir travailler pour toi. » Donc, ouais, il a fallu comme qu'on mette une petite barrière à ce niveau-là parce que c'est la personne qui t'encourage à venir travailler pour toi. Fait que ça crée une situation délicate. Donc, ouais, exact. Wow. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Dans tout ce parcours-là, là, qu'est-ce que toi te rend le plus fier? Quand tu regardes à l'arrière, là, c'est quoi qui te rend le plus fier? C'est-tu d'avoir fait le move, puis prendre soin de ta santé? C'est-tu d'avoir été chercher des gros brands? C'est-tu l'équipe que tu as, la relation que tu as avec tes clients, la réputation que tu as dans le marché? Ben, je suis pas fier de ce que je vais te dire, mais je te dirais que je suis chanceux de travailler avec cette équipe-là. Je pense que ça, ouais, mais c'est pas moi qui fais qui ils sont. Donc, Non, mais c'est toi qui fais qu'ils sont là, par exemple. Parce qu'ils, d'après moi, ils sont tous venus parce qu'ils voulaient travailler avec toi. Ben, ils voulaient travailler avec l'équipe qu'on était. Donc, j'ai peut-être mis des... Que tu as mis en place, quand même. Mais en fait, je l'ai dit souvent, moi, je travaille à mettre des morceaux de Lego ensemble, puis c'est eux autres qui créent la formule après, qui créent la structure. Mais encore là, je m'accorde pas le mérite des bonnes personnes qu'ils sont. Je pense que c'est des bonnes personnes, puis plusieurs bonnes personnes ensemble, ça crée de la magie, quelque chose de spécial. C'est ça qui fait parler. C'est ça qui fait comme piquer la curiosité des gens. C'est ça qui fait qu'on a vraiment une relation très privilégiée avec nos clients. Mais qu'est-ce qui me rend le plus fier? Non. Je suis même pas fier d'avoir ce nombre de véhicules-là. Je suis même pas fier d'être rendu d'un océan à un autre. C'est juste comme le quotidien. Si tu me dirais pourquoi que tu en voudrais encore plus, pourquoi que tu voudrais être le premier, je suis juste, bah, c'est le fun. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est même pas le but pour avoir de l'argent. Je l'ai dit souvent, en fait, là, on redonne beaucoup aux gens, on organise des activités beaucoup. Prends soin de ton monde. Oui, exactement. Exactement. On organise des beaux voyages, on a fait des choses que les gens ne reviennent pas, en fait. Là. Fait que, non, vraiment, mais je suis pas... je te reviens, je vais y penser pendant que tu poses des questions. Puis, je pense que tu peux être fier de tout ça, en fait. La culture d'entreprise que tu as créée, puis... Mais c'est les gens avec qui je travaille qui ont fait la culture. Ouais. Mais ils ont été sélectionnés quand même, tu les as attirés, puis il y a quand même une partie du mérite qui te revient là-dedans. Mais c'est quelque chose de s'accorder le mérite. L'instigateur de ça, puis je suis sûr que tous tes employés pourraient dire « Wow, on est tellement fiers de travailler avec Seb, puis... » Je trouve que c'est beaucoup de se dire « Hey, à cause de moi, tu es une bonne personne. » Non, c'est pas ça. Non. C'est grâce à toi que tout ce monde-là travaille ensemble. C'est pas toi qui as fait qu'ils sont des belles personnes, mais c'est toi qui as fait d'une certaine façon que tout le monde travaille ensemble puis qu'il y ait cette synergie-là. Tu sais, dans mon histoire, là, que je te parle depuis le début, là, je sais pas si tu vas mettre toutes les bouts, là, si tu ne le mets pas, ça va peut-être être bizarre un peu, là, mais on a grandi à cause d'une équipe. On a grandi parce qu'on n'a pas eu de roulement. C'est pour ça que je ne suis pas un bon vendeur, je ne suis pas un bon mécanicien, je ne suis pas un bon comptable. Je suis un gars qui trouve des solutions aux gens qui ont des problèmes. That's it. Si tu m'apportes un problème, je vais te trouver la solution. Je te garantis que je vais t'en trouver. Je vais t'en donner une.
Ça sera peut-être pas celle que tu veux. Elle va peut-être être chère. Elle sera peut-être pas chère. Ça va peut-être être une alternative. Mais tu Mais tu vas avoir une solution. tu vas avoir une solution. Tu vas l'avoir. Mais à part de ça, Je déjà beaucoup. je peux être fier de trouver des problèmes à des solutions. Mais le restant, si on a grandi comme ça, si on a ce nombre de camions-là, si on va devenir les plus gros au Canada, ben, non. En fait, quand on va devenir les plus gros au Canada, c'est à cause qu'on a une équipe comme ça. Tout à fait. C'est vraiment ça. Fait que je peux pas dire, hey, je suis allé chercher tel gros client. J'en ai même pas dans ma tête. Je peux même pas dire, hey, je suis allé voir un client, j'ai fait ci. Notre premier gros client qu'on a eu au Québec, là, c'est parce qu'on a quelqu'un qui est venu nous voir dans un événement, puis il a dit à quelqu'un d'autre, il a fait, hey, il faut que je te présente, eux autres, c'est Rail Extra, c'est eux que tu as besoin pour louer tes camions. Puis que moi, je suis juste allé le voir, puis dans ce temps-là, on Mais ça, c'est avait. parce qu'il y a quelque chose à l'arrière. Avant ça, c'est parce que vous avez fait des actions, c'est parce que votre culture est bonne, Parce vos qu'on- valeurs, parce que les la gens nous personne est aimaient. bien servie. Exact. c'est Parce ça. que les gens nous aimaient, parce que Tout à fait. si la personne qui nous aurait pas présenté là, elle nous aurait pas aimé. Mais tu as un mérite, parce que ça se mérite, quelqu'un, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui parle en bien de toi, c'est parce que tu as fait le Ouais. bien, parce que tu as eu un impact positif d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est très cool. Si on va de l'autre côté, mettons, dans le côté un peu plus sombre, derrière tout ce beau succès-là, avec des centaines, on ne sait pas combien de camions partout d'un océan à l'autre, quel a été le plus gros défi que tu as eu au day-to-day, là, dans ta business, dans tes opérations, dans cette croissance-là? C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi à surmonter pour réussir à être tout ce que tu es aujourd'hui? Dans la compagnie de location, pour elle, j'avais vraiment l'impression que c'était un parcours quasi sans faute. Je crois que quand j'étais dans le domaine du remorquage, comme je t'expliquais, ça a vraiment été dur. C'est là que j'ai vécu mes moments durs. Quand je suis allé dans la location, on n'avait plus d'enjeux de personnel. Tu sais, les chiffres d'affaires grossissaient, tout le monde nous aimait, les clients étaient contents quand ils nous appelaient parce qu'on avait des solutions. Moi, je le disais souvent, j'étais au pays des Calinours. C'était vraiment ça comme ça que je le voyais. Je te dirais que plus qu'on grossissait, à un moment donné, il est arrivé une période que je voyageais un petit peu plus. Je pense que le fit travail-famille a été rough un peu. Dernièrement, je pense que ça a été la chose qui me l'a plus touché. Niveau familial, je peux en dire deux, mais il y en a un qui m'a plus touché. Il y a une chanson qui existe là, qui s'appelle Papa Touet. Ouais. Puis à la fête des pères, mon gars, cette année, mon plus vieux, son cadeau, c'était un spectacle. Ah, t'es sérieux? Ouais. Puis la chanson, c'était Papa Touet. Tu travailles trop, maman dit que c'est bien de travailler, mais papa, je compte, tu travailles. Ouais. Fait que, ouais, ça m'a vraiment beaucoup rentré dedans. Puis, quand il m'a dit ça, là, j'ai vraiment cancellé plein de voyages. Vraiment, là, c'était un peu avant la Turquie, en fait, là. J'ai fait la Turquie, puis après ça, tout ce que j'avais après, j'ai tout annulé. Ah ouais. Ouais, vraiment. Puis, je me suis concentré pour accélérer mon expansion dans l'Ouest, parce que je voyageais beaucoup dans l'Ouest canadien. Je connaissais l'aéroport par cœur. C'est pas compliqué. Je veux dire, je connaissais toutes les shortcuts. Calgary? Pardon? Calgary, Vancouver? Ah, on allait à Calgary, on allait à Vancouver, Winnipeg, on allait aux États-Unis, Indianapolis. J'allais en France, j'allais à Sept-Îles. Même des fois en Ontario, des fois, on pouvait partir 2-3 jours à Sudbury. C'est vraiment plusieurs. Okay. C'est dur, ce volet-là, de se déplacer. Ouais. Tantôt, on parlait du remorquage, mais dans les avions, les aéroports, les décalages horaires, c'est tough pour le corps aussi. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que à l'interne, par le page Georges, il y a quelqu'un qui a pris la décision de déménager dans l'Ouest. Fait qu'on était capable de séparer ce volet-là. Donc là, on a eu une période que j'ai vraiment diminué les voyages. Puis par la suite, l'autre personne, elle a commencé à faire des voyages de son côté aussi. Moi, je pouvais en faire. On s'est séparé un peu plus la tâche. OK. Puis justement, depuis le mois de mai, je parle vite, mais d'après moi, j'ai aucun voyage d'affaires que j'ai fait que je suis parti de la maison. 4-5 mois. À partir de ce moment-là. Nice. Dans le même moment, je voyageais aussi beaucoup. Je prenais beaucoup sur mes épaules. Il y avait des choses que je voulais aider mes collègues. Fait que je faisais mon ouvrage dans le jour, puis le soir, j'aidais mes collègues. Fait que là, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai coupé.
En même temps, encore à cause de ce que mon gars m'avait dit. Puis la deuxième chose, en fait, là, que je pense que j'ai un parcours qui était vraiment dur, puis c'est un peu une conséquence de notre succès, c'est que, tu sais, moi, souvent, à l'interne, les gens étaient comme, tu sais, as-tu une formule de formation? Si quelqu'un s'en va, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je suis comme, personne ne part. Pas besoin de ça. Je refuse de travailler pour ça. Parce que personne ne va jamais partir. On va s'arranger pour les garder. Puis quand c'est sûr que quelqu'un va partir, j'étais comme, peut-être, mais je vivrai avec les conséquences. Puis un poste ultra important dans la compagnie a décidé de quitter. Puis c'était même pas un conflit ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme autant familial que professionnel. C'est une constance. Exactement. Puis la personne a décidé de quitter. Puis Dieu que ça m'a mis dans le trouble. Fait que ça a été le deuxième, de devoir réaliser, de remplacer un poste important. Qui est au cœur de tes opérations Au quotidiennes. cœur de tes opérations quotidiennes, puis de ne pas avoir de plan B. Ça a été la deuxième chose qui m'a... Donc, on peut dire que dans 5 ans, mettons 5 ans et quelques, parce que j'ai commencé fin 2019, fait que, mettons, de 2020 à 2025, à 5-6 ans, ben, mes 2 plus gros événements que j'ai eu à surmonter sont arrivés dans les derniers 5 mois. Ça a vraiment été ça. Avant ça, c'était comme vraiment le fun. Là, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus compliqué. Mais t'es rendu ailleurs aussi, ta business est rendue à un autre niveau aussi. Là. Oui, vraiment. Fait que les problèmes deviennent de plus en plus complexes. Exact. J'ai beaucoup changé ma vision depuis le mois de mai, justement. Quand je suis allé en Turquie, j'ai changé ma vision parce qu'avant, puis même les banques, puis il n'y avait pas ça quand ils me le demandaient, ils me posaient des questions, ils disaient « Ah, combien tu vas avoir de camions l'année prochaine? Combien tu veux en acheter? » Puis moi, je crois beaucoup au subconscient. Fait que je ne voulais pas dire « Ah, je veux 100 camions. » Parce que moi, ma réalité était « Je veux pas des camions, je veux rendre service aux clients. » Si je rends service aux clients, puis que l'une des conséquences, c'est d'acheter des camions, ben ça arrivera. Mais je ne veux pas teinter mon objectif premier qui est de donner du service aux clients. Tu sais, à l'interne, on a deux phrases, puis il y en a une des deux que c'est on travaille pas pour faire de l'argent, on travaille pour donner un service, puis faire de l'argent, c'est une conséquence à donner du service. Fait que, tu sais, ça, moi, c'est super important pour moi. Puis quand je suis allé en Turquie, avec des discussions que j'ai eues avec des membres d'Avego, j'ai réalisé que ça nuisait à mon équipe. Parce que là, on était rendu tellement gros qu'il fallait avoir de la structure, mais que moi, volontairement, je voulais manquer de vision. Et je me bloquais. J'étais comme, non, je veux pas prévoir combien de camions. Je veux pas prévoir si. Je veux être juste, on rend service, on rend service, on rend service. C'est correct de vouloir rendre service, mais il faut que les maths à l'arrière puis les décisions. Oui, exactement. Faut que ça suive, parce que sinon, si ça fait que tu es moins visionnaire, tu n'optimises pas ton financement, ton cash flow, ultimement, ça peut t'empêcher de donner tout le service que tes clients ont besoin. Oui, exact. Tu n'es pas plus avancé si tu refuses des clients pour leurs besoins parce que tu as été plus conservateur dans tes choix. Mais ça a été ma force, parce que quand j'ai passé de 30 à X camions, c'était parce que je trouvais des solutions puis que je faisais des solutions complètement folles pour trouver pour arriver à mes fins. Mais là, à un moment donné, quand tu fais une solution complètement folle par mois, après ça, c'est une par 3 semaines, une par 2 semaines, une par semaine, une par 3 jours. À un moment donné, ton équipe est comme Seb, on aimerait ça un break. Là. Slack un peu. Tu sais, je veux bien t'aider, là, mais tu sais, slack. Là. À chaque année, tout le monde me le disait, ralentis. Puis moi, j'étais comme, non, je peux pas. Genre, je fais juste répondre au service. Moi, les clients, ils m'appellent, puis je fais juste dire oui. Fait que c'était vraiment ça, ma mentalité. Là. Fait que, tu sais, je voulais pas dire je vais en avoir 100 puis 200. Puis quand je me suis assis en Turquie avec moi-même, j'ai fait comme, bon, OK, je prévois avoir besoin de tant de camions là, tant de camions là, tant de camions là, puis tant de camions là. Puis là, j'ai fait comme, oh shit, on a un problème, là. Parce qu'on n'est vraiment pas prêt pour ça, là. Fait que de là que je suis allé voir des gens à l'interne, je me suis sorti des opérations, de tout ce qui est organisationnel, parce que je n'étais plus une bonne personne pour mon équipe, pour qu'eux puissent faire aller la magie un peu. Prendre la responsabilité. La responsabilité dans les choix. Fait que oui, on est vraiment ailleurs maintenant. Donc oui, on a vraiment des nouveaux enjeux que j'ai pas eu avant. Mais en ce moment où on se parle, on est à une grosse marche à monter entre gérer ça à la bonne franquette, puis gérer ça avec une compagnie très bien organisée, puis pouvoir vraiment grandir à vitesse grand V
Avoir une comparativement. croissance soutenue, en Oui, fait. exactement. Fait que oui, exactement. Mes nouveaux défis sont arrivés par rapport à notre grosseur d'entreprise qui est arrivée, mais encore là, on a perdu une personne dans notre groupe. Toutes les autres sont encore là. Il n'y a aucune raison qu'on perde notre équipe. Notre succès qu'on a eu, c'est notre équipe. Donc, selon moi, ça va juste continuer encore à bien aller. Tout à fait. Ouais, vraiment. Ouais, si tu avais un conseil que tu aurais aimé avoir plus tôt dans ta carrière, quelque chose que tu aurais aimé savoir avant, ça serait quoi? Des conseils financiers? Conseil financier, conseil d'affaires. Ben, c'est ça. Ben, en fait, en général, en fait, non, le conseil que j'aurais aimé ça savoir, c'est mieux travailler pour moins. Mieux travailler pour moins travailler. Travailler plus intelligemment. Ouais, travailler plus intelligemment, oui. Ouais. Ça, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça avoir une vision. J'ai eu des bonnes valeurs pour être travaillant. J'ai eu des bonnes valeurs pour trouver des solutions. J'ai eu des bonnes valeurs opérationnelles. Il faut l'équilibrer aussi. Mais je pense que j'ai pas eu d'informations au niveau stratégie. Mais haut niveau. Je pense que j'ai toujours su comment gérer une équipe, mais j'ai pas eu de conseils banquiers. J'ai pas eu de conseils de stratégie. Oui, de stratégie, exactement. C'est ce genre de conseil-là que si j'aurais eu avant, je pense que là, ça l'aurait pas. Tantôt, quand on a parlé, t'aurais-tu aimé ça que ton père, ça soit différent? Je te dis non. Je pense que là, si j'aurais eu les conseils stratégie, mais en gardant quand même l'histoire avec mon père, je pense que là, ça aurait été gagnant, par contre. Je pense que là, on aurait pu être ailleurs aujourd'hui si j'aurais eu ce genre de conseils-là. Fait que je pense vraiment que quand les gens ils parlent, puis j'aurais-tu avoir un contrôleur financier ou un directeur général ou un bon gars là ou un bon vendeur. Moi, je pense vraiment que la base, c'est les finances. Là. Vraiment, là, c'est les chiffres dirigent tout. C'est pas compliqué. Là. Genre, c'est super important. Là. Fait que d'avoir quelqu'un qui comprend ça, je pense que c'est oui, avoir un bon esprit d'équipe, tout ça, mais quelqu'un qui comprend les chiffres, c'est ultra, ultra important. Ça donne du sérieux à ta compagnie et tout ça. Donc, Tu peux prendre des décisions basées sur des chiffres, être validés. Puis, ouais, exactement. Okay. Exact. C'est un peu ça que tu es venu chercher chez Avego, justement, en faisant partie du club privé, d'aller chercher plus de stratégie d'affaires pour t'aider à manager cette croissance-là? En fait, tu vois, mais je ne savais pas que ça existait, des stratégies d'affaires. Ouais. Je voulais pas, là, moi... Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Exact. Fait que moi, je ne savais pas ça. Je n'étais pas au courant. C'est que, tu sais, au fil du temps, on n'en a pas vraiment parlé, mais, tu sais, il y a eu la compagnie de remorquage, j'ai parti à la compagnie de location, j'ai eu une bonne équipe. Après ça, ben, j'ai eu un partenaire que j'ai parti une compagnie de transport ferroviaire avec lui. Après ça, j'ai eu dans le même partenaire, on a parti une nouvelle compagnie de location de machinerie ferroviaire qui est différent un petit peu, je t'épargne des détails, et un partenaire différent pour pouvoir faire de la réparation puis de la location d'outils. Fait que je me suis entouré quand même des gens, mais par contre, ça a une grosse pression. Parce que même si mes partenaires ils me disent « Seb, si tu veux, tu peux me parler quand ça va pas bien », au final, c'est sur moi qu'ils appellent quand mes partenaires ils vont pas bien. Donc, c'est moi leur souffre-douleur. Puis ça, c'est vraiment, ça crée une grosse, grosse pression de ne pas avoir personne à qui parler. Puis, bref, je voyais les vidéos sur Facebook. Puis, tu sais, ça m'intriguait quand même un petit peu. Puis, tu couperas au montage si tu veux, mais je n'étais pas sûr si vous étiez des charlatans. Au début, tu sais, c'est des publicités sur Facebook. Fait que tu sais jamais. C'est de la merde. Exactement. Puis, à un moment donné, ben, j'ai vu la vidéo que vous avez faite avec Luc Poirier. Puis, j'avais déjà discuté. Moi, quand j'étais plus jeune, je le connaissais pas directement, mais indirectement, Luc. Puis, je connaissais son frère Mario. Fait que je me suis juste dit, si lui est là, ça doit être, ça doit être vrai, ça doit être solide. Donc, j'ai décidé d'appliquer, mais j'ai appliqué vraiment pour parler avec les gens parce que je me sentais seul. De ne pas pouvoir avoir des discussions, pour pouvoir me dire comment que je me sens, mettons, avec des gens. Puis, je ne pense pas de me trouver un meilleur ami ici ou quelque chose. Puis finalement, même si tu en es fait plein. C'est ça, je m'en allais dire. Même si
Pour vrai, en très, très peu de temps, je me suis fait des amis avec très forts, des grosses amitiés avec des gens, puisqu'on a les mêmes enjeux, la même vision. C'est Même vraiment, valeur. vraiment spécial. Ouais, exact. Fait que c'était pour me sentir un petit peu moins seul, vraiment, au départ. J'ai rencontré du Puis- monde qui comprenne ta réalité parce que tu n'avais pas vraiment d'amis en affaires, de ce que je comprends. Ouais, Tu es exact. vraiment tout seul, tu gères cette grosse affaire-là, puis tu n'as pas de repères de monde pour avoir des points de vue ou Exact. être Puis, challengé. puis, je crois vraiment, puis je veux pas avoir la tête enflée, mais je crois que mes partenaires seraient d'accord, fait que je peux le dire, mais je crois que c'est moi qui tire vers le haut mes partenaires. C'est pas l'inverse. OK. C'est en tête de moi, c'est Hey Seb, qu'est-ce que tu en penses? Hey Seb, as-tu un conseil pour ça? Hey Seb, ça va pas bien. Hey Seb, lui, Qu'est-ce que tu ferais là-dedans? qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, quand ils ont un problème à 3 h du matin, c'est moi qui appelle. Tu sais, quand eux autres, ils pleurent, c'est moi qui appelle. Moi, je peux pas appeler eux. Même si eux le C'est pour ça qu'il faut que disent. tu aies du monde que toi, tu es capable Exactement. d'appeler, c'est quelque chose. Exactement. Je te rassure, je cherchais pas du monde pour appeler pour pleurer. Je te trouverais pas à 3 h du matin. C'était pas ça mon objectif, mais c'était là. Non, c'est- mais avoir une référence, des fois, tu vis une situation comme fuck, je fais quoi avec ça? Ouais, exactement. C'est quoi la décision que je devrais Puis- prendre? Puis de pas avoir l'impression de tirer le monde vers le haut. Je pense à une grosse différence. Je voulais pas nécessairement venir ici pour que des gens me tirent vers le haut. Non, je comprends. C'était vraiment pas ça parce que j'avais aucune expectation. Je savais même pas c'était quoi. Sincèrement, il y a des gens ici qui ont déjà vu des groupes comme ça. Puis moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Il y a des gens qui disent que dans d'autres groupes, des fois, ils essayent juste de vendre des affaires. Puis ici, c'est pas ça. Moi, je suis comme, ah, OK, ben, c'est le fun. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui viennent parler, échanger, avoir des trucs qu'eux ont fait dans certaines circonstances, que toi, ça peut t'aider, d'avoir Ouais. l'équivalent aussi avec toi. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, j'ai engagé tous mes amis. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait que tous mes amis, je les supporte un peu, tu sais, dans le fond, dans un sens. Fait que, tu sais, ça va être fun, ça fait une bonne équipe, mais ça te fait une pression énorme. Puis quand que toute ton équipe te dit « Ah, Seb, on aime ça travailler avec toi. Ah, Seb, c'est le fun. Ah, Seb, on peut compter sur toi. Tu sais, t'es pas comme les autres. Combien qu'ils le disent? Ils disent « C'est magique, j'ai travaillé ailleurs, mais j'ai jamais travaillé dans une compagnie comme Rail Extra. Tu sais, ils disent... Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, puis j'aime pas donner des câlins, puis j'en ai donné un pour ça. Elle a dit si je veux avoir une maison, mais pour l'acheter, il faudrait que j'aille trop loin, il faudrait que je change de travail. Puis jamais je veux vouloir changer de travail. Fait que je continue à être en appartement à cause que je veux continuer à travailler ici. Shit. Je disais, pour elle, ça. Tu sais, je suis pas encore fier de ça, mais je suis vraiment heureux vrai. de ça. Non, mais parce que je m'accorde pas ce mérite-là, mais je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux d'entendre ça. Je me dis, Colin, je dois faire de quoi de Faire bien. quelque chose de bien. Je dois faire de quoi de bien dans cette histoire-là. Mais ça vient avec une pression énorme. Énorme. C'est clair. Ça, là, de sentir tout ce poids-là sur tes épaules, c'est vraiment... Fait que le groupe, c'était mon objectif premier. Puis la première fois que j'ai rencontré le groupe, moi, c'était en Turquie. Je connaissais pas personne. J'ai pris l'avion tout seul en avion. Je débarquais à l'aéroport. Je marchais, puis je vois un petit bonhomme avec la Abego. Puis là, je suis allé, puis là, j'étais gêné. Puis j'ai passé genre 1 heure à côté du groupe à les écouter parler. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, ben, je vais avoir de l'air fou quand je vais me présenter. Ce serait temps que j'y aille. Fait que là, j'étais allé dans le groupe. Je disais, c'est-tu ici, Abego? Mais ça faisait genre 1 heure, je le savais. Ah ouais, hein? Fait que là, j'ai fait comme, salut. Puis après ça, j'ai fait, OK. Ça a pris comme 3-4 jours avant que je me dégêne un peu. Ouais, c'était un petit peu long avec ouais. les gens. Puis après ça, ben. Après ça, tu as vu que tu étais à la bonne place, Ouais. puis tu pouvais t'ouvrir. puis- Ouais. Ouais, C'est vraiment. fou parce que tu peux jamais au quotidien. Non, je suis Ça d'accord. fait des années que tu gardes tout ça pour toi parce que tu es tout seul, puis Ouais. que on peut pas partager, comme tu dis, à nos partenaires qu'on supporte, qu'on lève vers en haut. Quand toi, ça va pas bien, tu peux pas leur dire parce que ça va les inquiéter. Non, Tu peux pas en parler à tes employés, c'est tes amis, puis c'est tes employés. Tu 100 peux pas en parler à tes clients parce que si t'as pas de solution à un problème, ils vont appeler le compétiteur. Ouais. Fait que tu gardes toute cette pression-là, puis Ouais. là, ben, tu as trouvé l'endroit où tu es dans un safe space, où que tu peux être 100% authentique, puis il n'y a pas de jugement, puis Mais on t'accueille comme tu es. t'as une expression qui dit the speed of the boss is the speed of the gang. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que moi, que ça m'a toujours mené. Puis c'est tellement vrai, là. C'est que, tu sais, dernièrement, là, quand que j'ai eu le départ, puis le meilleur exemple que je peux avoir, là, parce que toute mon équipe me le dit, Seb, si tu veux me parler, tu peux, oui. c'est sûr. Puis moi, je suis comme, non, je peux pas, faites-moi confiance. Puis quand ça s'est arrivé, que j'ai eu un départ dernièrement, que ça m'a vraiment touché beaucoup, là, ça m'a vraiment rentré dedans. Mais j'ai parlé un peu avec mon équipe, là, OK?
de tout ça, de comment, OK, puis de la situation, mélangé avec un peu une perte de contrôle. Parce que, tu sais, là, c'est un poste clé, fait qu'on avait de l'air un petit peu moins solide dans notre mine, OK? Ouais. Ben, tabarouette, il y avait des gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passait avec la compagnie. C'est fou, hein? Fait que déjà, les gens, des fois, ils veulent que tu les aides. Pas parce qu'ils veulent t'aider, je m'excuse, ils veulent t'aider. Mais toi, il faut que tu sois assez smart pour dire non, tu peux pas faire ça. Parce que, gars, je le fais là, puis regarde ce que ça fait. Fait que c'est encore la même. Il y en a là-dedans qui sont, je suis sûr qu'ils sont allés même à s'imaginer qu'elle allait perdre leur job, que la business allait fermer, alors que toi, c'était aucunement dans ta taille de la business a-tu fermé. Mais non, c'est combien de semaines que je peux remplacer cette personne-là? C'est 2 semaines ou 4 semaines ou ça va-tu prendre 3 mois, puis la business, ça va survivre pareil? C'est un problème parmi plein d'autres. C'est vraiment drôle parce que en même temps que les gens, justement, n'étaient pas sûrs s'ils perdraient leur emploi ou qu'est-ce qui se passerait, le mois d'avant, on a fait le meilleur mois qu'on n'a jamais fait de notre histoire. Fait que c'était vraiment contradictoire. C'est capoté. Fait que les gens étaient comme insécures, mais par contre, après ça, tu sais, mais voyons, arrête, là. Je veux dire, on n'a jamais fait un aussi bon mois. Je veux dire, tout va bien, là. Mais juste parce que moi, je suis allé voir, puis je disais, écoute, hey, parce que les gens venaient me voir, puis quand même, on trouve ça dur, puis à la place de dire, oh non, ça va bien aller, moi, je disais, juste moi avec, ça me rentre dedans, crime, ça me joue dans la tête. Puis, tu sais, cette personne-là qui partait, c'est dans des circonstances un peu spéciales, puis je voulais l'aider. Puis pour elle, j'en rêvais pour essayer de l'aider. C'était rendu grave, là. Je veux dire, la nuit, j'étais comme, je rêvais, hey, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de l'aider quand même? Puis elle s'en allait, Une là. solution pour elle. Ouais, pour elle. Là, c'est comme, fuck. Genre, on est, tu sais, faut que tu arrêtes de faire ça, tu sais. Puis là, quand les gens m'en parlaient, je suis comme, je le sais, moi aussi, j'essaie, j'y ai pensé. Hey, c'est pas facile, puis ça me touche cette fois-là, puis hey, puis après ça, tu regardes ça 2 semaines après, tu vois, hey, j'ai entendu parler de ça. Une job tellement qu'ils sont insécures. Ouais, là, t'es comme tabarouette, hey, 2 secondes, non, j'avais raison encore, Alice, de pouvoir faire comme, hey, non, tu peux pas te fier trop parce qu'il faut que tu gardes ça pour toi, faut que tu aies de l'air solide. Si tu perds le contrôle, tu donnes l'impression que tu as perdu le contrôle, tout le monde va perdre le contrôle, sans exception. Fait que c'est la même chose dans ta famille, dans ta business. Il faut que les gens puissent sentir que tu es solide, peu importe ce qui arrive, ça ne bougera pas. Exact. Pour ça, personnellement, je crie jamais, je me chicane jamais avec personne. Parce que c'est la pire démonstration de perte de contrôle. Tout à fait. C'est la pire chose. Fait que moi, c'était un devoir pour moi de jamais faire ça. Tu sais, juste d'être toujours même tonalité, tout ça. Il faut être là en contrôle. Puis, c'est ça. Donc, c'est le truc d'Avego. Puis c'est drôle parce que l'Avego, une autre chose qui est arrivée par rapport à ça, tu sais, quand je suis allé en Turquie, après ça, souvent je parlais, c'était incroyable, ça a changé ma vie. Là-bas, je pensais, tu sais, c'était la première fois de ma vie, quand j'étais en Turquie, que j'ai décroché. Parce qu'habituellement, exemple, j'allais à Walt Disney avec mes enfants. Mais moi, attendre 1 heure dans une file d'attente pour aller faire un manège, mais je vais parler au téléphone à la place. Parce que c'est perdre mon temps juste à être là puis enjoy le moment. Ouais. Mais quand j'étais allé en Turquie, je voulais toujours parler avec les gens puis tout ça. Je voulais toujours être impliqué puis toujours avoir des belles conversations puis essayer d'apprendre puis de voir ce monde-là. Puis, même ma conjointe, elle m'entendait dire ça. Elle m'entendait dire « Ah, c'était donc le fun. Hey, pour la première fois, j'ai réussi à décrocher. Hey, pour la première fois, je pensais pas à la job. » Et elle, était comme, ouais, mais quand t'es avec ta famille, t'es pas capable de penser à ta famille. Puis, j'ai dit, non, c'est pas la même chose. J'ai dit, c'est juste qu'en Turquie, je rentabilisais mon temps, puis c'est ça qui m'allume, c'est ça qui venait me chercher, tu sais. Puis là, depuis la Turquie, c'est passé quelques mois. Puis là, je me suis fait des amis. Puis dernièrement, on a eu un événement, pas un événement, j'ai invité des amis de Avego à venir chez moi. Puis dans ma salle à dîner, on parlait de solutions de business, tu sais. Puis je suis allé voir ma conjointe, puis je lui ai dit, c'est ça que je voulais dire. C'est ça qui m'allume. C'est pas que ma famille, elle m'intéresse pas, tu sais. C'est le fait que... Tu partages tes passions avec d'autres personnes. Exactement. Ça l'a vraiment... Je le dis, ce commentaire-là, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement. Puis ça l'a vraiment... Ça m'a vraiment touché quand elle me dit ça. Puis j'avais comme réalisé en même temps que je réalisais pas la peine que je pouvais lui faire. J'étais content que les gens puissent venir puis qu'elles puissent comprendre. Puis là,
ici en Espagne. Tu l'as amené Ouais, en c'est Espagne. en Espagne. Donc, ici, en plus, là, t'as de la passion, les discussions, puis en plus, t'as Exact. ton amoureuse avec toi. Exact. Elle peut mieux comprendre tout ça. Mais Très ça, cool. j'ai vraiment trouvé dans le groupe le fait de pouvoir parler avec des gens, le fait de pouvoir créer des amitiés, avoir des qui ne travaillent pas avec moi, un peu. Ça vraiment, tu sais, ça, c'est Ouais, super ils sont pas impliqués important. dans le business, Ouais, hein. ouais, exactement. Ça me permet de décrocher, mais de pouvoir alimenter ma passion en même temps. Puis tu dirais quoi à un entrepreneur qui suit Avego du coin de l'œil puis qui hésite à savoir il devrait-tu joindre ou attendre ou est-ce que c'est fait pour lui ou pour elle? Moi, je dirais qui n'ose pas n'a rien. Que, tu sais, qui essaye pas ne saura pas. Donc, pour moi, dans mon cas à moi, ça a été un gros step-up pour moi de joindre. Une journée après que je sois revenu de Turquie, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est venu me voir et qui me dit écoute, Seb, c'était un nouveau. Ça faisait un mois de travail pour nous. Il me dit écoute, je vais te donner ma démission. Puis, 5 jours après, il est venu me revoir. Il me dit écoute, je sais pas ce qui s'est passé pendant ton voyage, là, mais il dit ta vision, elle a changé. Tu as vraiment step up. Il dit écoute, finalement, je suis pas sûr, j'aimerais ça regarder pour pouvoir rester. C'est capable. Parce que justement, quand j'étais en Turquie, il y a plein de choses qui se sont Confirmé, éclairées. éclairé, Éclairé. clarifié. Ouais. Puis, autant que il y a eu exemple, Guillaume qui a mentionné qu'eux, ils donnaient des cadeaux aux fêtes des enfants de ses collègues, que ça, c'est quelque chose qui me touchait énormément. J'étais comme, ah oui, je veux vous faire ça. Autant que des fois, on va avoir des choses plus importantes, genre, je suis allé j'ai obtenu du financement de telle manière. Ouais. Puis que, mon Dieu, je savais vraiment pas ça. Mais que pour certains d'autres, c'était la base. Ouais. Autant que ça va être des conversations feeling, que tu vas voir les gens sortir de leur opération, puis que tu vas faire comme, hey, attends 2 secondes, que tu vas comme aller chercher un peu de leur mindset, puis que vu qu'eux font ça, automatiquement, toi, tu fais ça. Puis moi, là, ça a vraiment été la première fois de ma vie que j'ai sorti des opérations comme ça pendant une semaine. Puis avant la Turquie, Est-ce là, que tu as fermé la switch? en fait, je ne me suis pas... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que j'ai pas... En fait, j'aurais jamais fermé la switch parce que j'aurais jamais été capable de le faire. En fait, c'est qu'il y avait des choses plus importantes qui se passaient. Fait que j'ai juste choisi qu'est-ce qui C'est était bien le... dit ce que Ouais, tu viens de dire. qu'est-ce qui était le plus important, c'était de passer du temps avec les membres. Fait que j'ai pas fermé la switch puis j'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire ça. C'est que j'avais le choix entre aller travailler ou de maximiser mon temps avec une conversation dans un déjeuner. J'avais le choix d'aller travailler. Ou d'avoir une conversation d'impact avec un autre dirigeant d'entreprise. Exact. Fait qu'à chaque fois, tu faisais ça comme ça. Ben, à chaque fois, tu étais comme, ben, je pourrais pas travailler. Je pourrais pas travailler. Je pourrais pas travailler. Tout le Ouais. temps. Parce que tu Chaque priorises moment tout ça. est un moment de valeur. Exact. Chaque discussion a un impact. Chaque discussion est passionnante. Exact. C'est ça qui se passe à la retraite de A à Z. Est-ce que tu as travaillé un peu cette semaine en Aucunement. Espagne? Aucunement. Aucunement. Sincèrement, fou, hein? là, c'est... Mais puis c'est un choix. Tu arrives le soir, tu es brûlé, puis là, tu veux juste être en forme pour le lendemain pour rien manquer. Ouais. Puis en plus... Puis le lendemain, tu te lèves, puis là, tu es comme, ben, je veux pas me manquer le déjeuner. Je sais que je vais voir lui, puis elle, puis ci, puis ça. Exact. Puis tu vois des gens qui sont sortis des opérations en avant de toi. Fait qu'en même temps, t'as limite un petit sentiment de culpabilité de dire, je vais-tu... Ah non. Puis les gens le répètent souvent, puis ils disent, ah, mais laisse-leur de l'autonomie, tu vas voir, ils vont grandir, tes collègues. Fait que quand tu entends ça à 9 h le matin, puis qu'à 10 h, tu reçois un texto, c'est comme que je vais l'essayer. Tu sais, fait que là, c'est toutes des petites choses comme ça. Fait que tu as des conseils très concrets, du genre le cadeau, du genre le financement. Après ça, tu as les conseils plus feeling aura. Mais après ça, tu as aussi qu'est-ce que les petits détails qui te rentrent dans la tête sans que tu t'en rendes compte. Puis là, quand que tu vois ça, moi, c'est quand j'ai sorti des opérations vraiment pendant une semaine. Là, ça n'a pas été long. Pendant une semaine, là, j'ai arrêté de gérer mes problèmes de day-to-day, puis j'ai pensé à comment travailler sur la compagnie. Puis si tu m'aurais demandé ça 2 semaines avant de Turquie, toi, Sébastien, je suis dans les opérations, je suis comme, ben non, moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas comptable, je ne suis pas mécanicien. Moi, je suis juste le gars qui est là pour trouver des solutions. C'est correct, je fais juste ça, trouver des solutions. Mais au final, tu passes tes journées à répondre à des courriels, des textos, des demandes, des Teams, Exact. des meetings, des ça. Exact. Fait que finalement, tu l'étais plus que tu pensais. Ben, tout à fait. Wow. Tout à fait. Vraiment. Parce que
Là, tu le réalises pas sans être avec d'autres gens comme ça. Vraiment. Fait que c'est vraiment pas cher payé. Puis je dis pas ça par rapport à une valeur monétaire, c'est plus une expression, pas cher payé de pouvoir apprendre comme ça, aussi vite que ça. Vraiment. Je pense que la grande valeur... Ça s'apprend pas à l'école. Non. C'est juste du partage d'expérience Non, c'est sûr. qui est enrichissant. Non, je suis d'accord. Ben, en fait, c'est les membres. Ouais. Sans vouloir rien t'enlever, c'est les membres qui sont là, qui sont nos partenaires. Tu vas voir des gens différents. Tu vas, comme je dis, j'ai créé des amitiés extrêmement fortes avec des gens que j'ai ici, que j'adore, mais à un haut niveau que je ne serais jamais arrivé. Jamais dans 100 ans. De toute façon, tu n'as pas le temps. J'ai de la misère à avoir du temps pour ma famille. Comment tu voudrais avoir du temps pour aller te faire des nouveaux amis? Je veux dire, tu n'as pas le temps. Non, mais ces amitiés-là se traduisent en relations d'affaires, en business, en mentorship dans certains cas où qu'est-ce que tu en penses? Je vis telle affaire, puis ça te permet d'avoir d'autres personnes à qui te confient ou poser des questions quand tu as besoin. Non, je suis d'accord avec toi. Cool. C'est un gros level-up à Rail Extra, puis à tous mes collègues aussi, parce que indirectement, le fait que je vienne ici, ça redonne beaucoup à mes collègues de travail. C'est clair. Vraiment. Parce que, en fait, ils me l'ont dit, ils en ont bénéficié. Il y en a plusieurs, je suis content d'une histoire, mais il y en a plein d'autres qui m'ont dit, je sais pas ce qui s'est passé en Turquie, mais t'es plus le même homme. T'es plus le même homme. Puis j'ai gagné beaucoup de structure. Puis mon équipe, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir de la structure. Donc, vraiment, un gros merci. Sébastien, merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est très cool. Et j'espère que vous avez apprécié cette belle discussion avec Sébastien Roy. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de partager cette belle entrevue-là à d'autres entrepreneurs, des collègues, des gens que vous appréciez. On sait à quel point ça peut avoir un impact. Des fois, c'est un mot, une phrase qu'on a peut-être pu avoir qui va pouvoir toucher quelqu'un puis avoir un effet de levier pour lui ou pour elle. Alors, partagez l'entrevue et on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires.